rebonjour, merci d'être là avec nous. Dernière intervention avant la pause déjeuner. Heureusement, on a un sujet très intéressant, donc normalement, on ne s'endormira pas. Je vais vous laisser avec Pierre Gauvry, donc Head of Sales chez Lemonway, et Antoine de Rochefort, CEO donc, de Druo, qui vont nous expliquer l'intégration donc, du PSP Lemonway chez Druo pour un petit peu révolutionner tout ce qui est expérience client. Merci. Oui, alors une toute petite précaution oratoire. Je ne suis pas CEO de Druo, mais seulement d'une filiale, petite filiale de Druo qui s'appelle druo.com, qui a la charge des ventes en ligne et plus généralement des services digitaux du groupe, et qui a décidé il y a quelques années de développer commercialement plus activement ses services, et notamment la marketplace druo.com. J'y suis depuis 6 ans maintenant. Merci Antoine. Donc, moi, Pierre Gauvry, je suis responsable commercial chez Lemonway depuis à peu près 15 mois. Lemonway est un PSP, donc Payment Service Provider, voilà, régulé par la CPR, passeporté dans 29 pays en Europe aujourd'hui. Et donc, spécialisé sur les marketplaces, sur 3 verticales, B2B, marketplace B2C et finance alternative. Alors pour commencer, je vais juste vous donner peut-être ma définition, ou en tout cas comment je vois les choses, la différence entre le marché e-commerce traditionnel et marketplace. Sur un marché e-commerce traditionnel, c'est un acheteur qui est en contact avec un seul vendeur. Sur une marketplace, c'est un acheteur qui est en contact avec une multitude de vendeurs qui proposent une multitude de services, de solutions, de produits, etc. Et on s'aperçoit au niveau économique, en tout cas, que c'est un marché sur ce schéma marketplace qui est en train d'exploser par rapport au marché e-commerce traditionnel. Et aussi, de plus en plus, les acheteurs, moi y compris, on se dirige aussi de plus en plus sur des marketplaces, ce qu'on appelle spécialités ou spécialisés de niche, tout simplement. Parce que ça permet à l'acheteur de pouvoir avoir une multitude de marques, de pouvoir les comparer, de pouvoir faire jouer les prix, de pouvoir avoir une multitude de marques à disposition. Et donc ça permet aussi de grossir notamment les volumes, les paniers d'achat et d'augmenter les paniers d'environ 42% aujourd'hui en moyenne sur les marketplaces. Alors, grâce à ce modèle marketplace, on renforce aussi la relation client. Il y a une couche supplémentaire, donc couche supplémentaire de risque, puisqu'il y a plusieurs vendeurs, il y a une multitude de vendeurs qui sont présents sur cette marketplace. Et donc, il faut être accompagné de prestataires qui puissent proposer des solutions de paiement dans un cadre réglementaire, mais également d'avoir toute la partie KYC, donc identification des différents marchands, et donc aussi renforcer la relation client, leadership sur son secteur d'activité, en étant une plateforme incontournable. Je pense très rapidement à la marketplace, au site e-commerce Decathlon, il y a quelques années, qui était en format e-commerce, qui a switché très rapidement sur la partie marketplace et qui est devenu aujourd'hui un incontournable, avec un peu plus de 3000 marchands sur la solution. La semaine prochaine, je pars avec mes enfants à la montagne, par exemple. J'ai acheté tous les produits, les bâtons de ski, les gants, les pantalons, le manteau, etc. sur la marketplace Decathlon. C'est le leader dans son secteur d'activité. Et de plus en plus, les acheteurs se dirigent vers ce type de schéma. Et enfin, améliorer l'expérience de l'utilisateur. Il faut absolument que l'utilisateur, l'acheteur, se sente comme s'il était sur ou qu'il ait la même expérience que sur un site e-commerce, qu'il ait l'impression de payer une seule fois. Il va payer une seule fois de toute manière, mais sur des multi-paniers à travers multi-marchands. Je vais vous donner un petit peu de contexte sur qui on est et qu'est-ce qu'on cherchait à faire. Alors, Druo n'est pas une maison de vente, comme quelquefois on le croit. Druo, c'est un lieu.
C'est un lieu qui est physiquement dans le 9e à Paris depuis 1852, un lieu où les maisons de vente se retrouvent pour vendre. Donc d'une certaine manière, c'était déjà une marketplace depuis bien longtemps. Et depuis 2009, on a commencé à rendre possible les enchères à distance par le net. Depuis quelques années, on a activement développé cette activité. Et cette année, l'année dernière, 2024, on a cherché à faire quelque chose d'encore mieux en travaillant avec les Monway, parce que on souffrait mais je rentrerai dans le détail plus tard, d'un déficit d'expérience. On avait un petit problème d'expérience pour les enchérisseurs, qui n'était pas si petit que ça d'ailleurs, et on va en parler, on va voir comment on a quels problèmes se posaient et comment on les a résolus. Concernant nos volumes d'activité, juste pour donner des idées, l'hôtel Drouot, donc l'hôtel physique, l'hôtel des ventes, dans le 9e arrondissement, c'est 60 maisons de vente, c'est 800 ventes aux enchères par an, et maintenant en ligne, on est allé chercher bien plus de maisons de vente, on est à 700 maisons de vente. C'est presque 10 000 ventes aux enchères par an. Une vente aux enchères, c'est environ 300 lots. On a fait 340 000, on a vendu 340 000 objets en 2024. C'est un peu plus d'un demi-milliard d'euros de volume de vente. Et donc, ce qui était important pour nous, c'est que pour ceux d'entre vous qui ont déjà acheté en ligne sur notre site, ils le savent, c'est très amusant, on voit un objet, ah tiens, je vais enchérir, un peu d'adrénaline, ah ben je l'ai raté, j'en essaye un autre, je l'ai, pof. Et puis après l'adjudication, il y a un grand moment de solitude, parce que en fait, on passe la main à la maison de vente qui gère la fin de la transaction. Et donc 700 maisons de vente, c'est 700 manières de vous envoyer un bordereau qui comporte à chaque fois des informations disparates. C'est 700 modalités différentes de retrait des lots. C'est dans l'immense majorité des cas, aucune solution de transport. C'est aussi des modalités de retrait complexes, avec prise de rendez-vous, etc. Et donc, c'est une expérience qui n'est pas du tout comparable à ce qu'on rencontre bien sûr avec Amazon. Ça nous est légitimement bien reproché, et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour harmoniser l'expérience, donner de la visibilité et en même temps sécuriser nos maisons de vente, c'est-à-dire offrir un service qui s'améliore autant du côté de l'acheteur que du côté de la maison de vente. Et donc l'idée, c'était de passer d'un site où finalement on mettait les gens en relation à l'issue d'un exercice d'enchères et de contre-enchères jusqu'à l'adjudication, donc on les mettait en relation, après ils se débrouillaient entre eux, à une marketplace qui soit transactionnelle, c'est-à-dire qu'on intermédie les flux, et en intermédiant les flux, on peut faire un tas de choses dont on va parler là. Donc d'abord optimiser l'expérience. Ça veut dire harmoniser l'expérience sur, quelle que soit la nature de l'objet, le lieu de la maison de vente, etc. Ça veut dire harmoniser les modalités de paiement. Je pensais aussi à payer simultanément deux fournisseurs, en l'occurrence le fournisseur de transport et la maison de vente. Donc avoir un seul paiement pour payer les deux en même temps, ça aussi c'est quelque chose qui est très très classique en e-commerce, sauf que chez nous, nos maisons de vente, dans l'immense majorité des cas, ne proposent pas de solution de paiement, de solution de transport, et donc on est obligé d'acheter séparément l'un et l'autre, et nous on se fixe pour mission de proposer les deux dans le même écran, qu'on puisse acheter les deux simultanément et les payer en un seul acte, un seul paiement. Sécuriser. Dans les ventes aux enchères, le prix est formé par l'enchère. Ça veut dire que si vous avez un fou qui rentre dans une salle et qui fait monter les enchères, c'est une catastrophe, parce que le prix ne correspond à rien. Les gens se sont mis en tête que ça valait très très cher, mais en fait c'était un fou qui l'a fait monter, etc. Donc tout le monde est extrêmement perturbé. Le vendeur lui-même a l'impression de s'être fait avoir. Donc c'est une situation qu'on doit à tout prix éviter. Et quand on fait des ventes aux enchères physiques, les gens sont dans la salle.
ils sont un petit peu engagés du fait de leur présence. Les maisons de vente anglo-saxonnes demandent un enregistrement et vous donnent un petit paddle avec un numéro pour pouvoir enchérir. De cette façon aussi, les gens sont engagés. Donc quand vous commencez à enchérir un tableau à 200 000, 300 000 euros, on sait qui vous êtes, vous avez laissé des credentials, etc. Donc quand on passe au e-commerce, on se retrouve avec des enchérisseurs qui sont en Chine, qu'on n'a jamais vus, et qui, du fait de la distance, sont beaucoup moins engagés. Et ça, c'est terrible, parce que vous avez un Australien qui va monter les enchères, et puis bon, so what? Si jamais les gars se débinent, ils ne payent pas, on est juste très embêtés. Donc ce qu'il faut, c'est en amont, se donner les moyens de engager les enchérisseurs pour qu'à l'issue de l'adjudication, on n'ait pas un défaut de paiement. Donc là, on est accompagné de plusieurs manières. Je reviendrai dessus dans une petite illustration concrète. Nous, ce qu'on aime bien, c'est prendre des cautions, prendre des garanties, et typiquement, ça se fait avec des préautorisations. Un autre sujet de sécurité, et ça aussi, c'est un problème d'acheteur distant. Si vous vendez des produits qui plaisent aux Américains et qui ont une forte valeur marchande et qui peuvent être revendus facilement, vous avez probablement déjà fait face à un type de fraude que nous, on appelle la fraude à la Rolex. Donc la fraude à la Rolex, c'est très simple. La Rolex, c'est très liquide. Hein. Vous volez une Rolex, vous la revendez très très vite après. Donc voilà. Donc la fraude à la Rolex, c'est un enchérisseur américain qui s'inscrit à une vente en France, paye sa Rolex, se la fait livrer, et puis 2 mois après, tout d'un coup, le commissaire-priseur voit qu'il est débité des 18 000 €, et on lui dit, bah oui, votre acheteur a contesté l'achat, c'est pas lui qui l'a fait. Et comme ça se passe dans une juridiction lointaine, que les legal fees vont être astronomiques, etc., en fait, c'est de l'argent qui est purement et simplement perdu. Et pour éviter ce genre de choses, avec les Monway, on se met en situation de, vérifier le liability shift, pour ceux qui connaissent. Sinon, vous savez, le contrôle 3DS qu'on nous fait faire, nous, en Europe, on est très très coutumier de ça, hein, mais toutes les banques américaines ne l'activent pas. Donc nous, on a besoin de vérifier qu'on est en face de quelqu'un qui avait bien activé le 3DS et qui, de ce fait, est sur une transaction que moi je vais qualifier, mais il ne faut pas dire ça aux banquiers parce qu'ils considèrent que pas tout à fait, irrépudiable. Et donc ça donne suffisamment de confiance, et en tout cas, on ne va pas pouvoir se retrouver avec quelqu'un qui, sur un simple coup de fil, peut annuler la transaction. Voilà. Et puis, centraliser parce qu'il faut voir ce qui se passe. Il faut pouvoir voir ce qui se passe, c'est-à-dire pouvoir déclencher la délivrance des lots, pouvoir actionner le transporteur qui aurait été choisi par l'acheteur, et pouvoir coordonner en fait l'échange d'informations, et aussi déléguer les actions à faire au nom de l'acheteur par le transporteur auprès de la maison de vente. Et tout ça, on peut le déclencher évidemment si on a une vue complètement centralisée de ce qui se passe. Voilà. Merci Antoine. Et donc, il faut qu'on relève ces défis. On a dû relever, en tout cas, Drouot devait relever tous ces défis et ces objectifs. Et le défi numéro 1, c'est toujours garantir la sécurité et la conformité. On est dans un marché de niche, dans un marché, les maisons de vente, qui est un secteur, Antoine l'a rappelé il y a quelques instants, qui est sujet au blanchiment d'argent, à la contrefaçon, aux enchères fictives. Et donc, ils se doivent aussi, mais également le PSP qui est choisi, d'être dans un cadre réglementaire, accompagné en tout cas d'experts réglementaires dédiés au marketplace, et également une capacité à réconcilier des grandes volumétries de flux. Donc tout à l'heure, tu parlais de volumétrie, Antoine. Il y a eu 740 000 ventes l'année dernière. Il y a en moyenne 300 ventes sur une vente, mais il y en a plusieurs par jour, etc. Donc il faut être capable aujourd'hui, ou en tout cas le PSP qui est choisi, être capable de récupérer tous ces flux et de le faire de manière conforme, et de pouvoir les réconcilier très facilement. Donc ça, c'est le premier défi, numéro 1, garantir la sécurité et la conformité. Le deuxième défi, c'est offrir des modes de paiement adaptés.
On parlait de volumétrie de 700 000 lots qui ont été vendus l'année dernière pour un volume d'un demi-milliard. Ça fait un panier moyen autour des 700 €, mais il y a des lots qui partent à 30 ou 40 €, mais il y a d'autres lots qui partent à plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et donc il faut pouvoir s'adapter à ça, il faut pouvoir s'adapter et offrir à l'acheteur, à l'enchérisseur, la possibilité de faire des paiements souvent assez hauts. Donc là, on est accompagné notamment d'un prestataire qui est Tink, qui est le leader mondial de l'open banking aujourd'hui, qui permet à l'acheteur de pouvoir faire des paiements, donc sur une base virement, je vous l'expliquerai juste après, mais aussi facile qu'un paiement par carte. Et enfin, le troisième défi, c'est de faciliter la vente transfrontalière, à la fois pour les vendeurs. Les vendeurs ont l'obligation et la nécessité de s'assurer que l'enchérisseur qui a gagné la vente ait les fonds sur son compte en banque. Donc, Antoine a parlé de préautorisation, en effet. Aujourd'hui, on développe une solution qui permet justement de s'assurer qu'il y a bien les fonds sur le compte en banque de celui qui a gagné l'enchère. Mais aussi, côté acheteur, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais faciliter la vente, qu'il soit dans la salle des ventes, il vient de gagner l'enchère, mais également en Allemagne, en Lituanie ou n'importe quel pays dans le monde, il faut qu'il ait une expérience fluide, facile, et lui permettre justement de se dire je vais faire qu'un paiement pour le lot, pour les frais de vente, pour la logistique, transport, etc. Donc faciliter complètement l'expérience de l'utilisateur. Donc ces trois défis qui ont été relevés grâce justement à une approche sur mesure de Lemonway pour qu'on puisse s'adapter, ou en tout cas pour qu'on puisse s'adapter aux spécificités du marché de niche qui était Druo.com, en faisant preuve d'agilité sur un schéma de flux. Vous allez le voir sur la prochaine slide, un schéma de flux assez standard pour une marketplace, mais complètement agile dans la modification, on va dire, du schéma en lui-même. Mettre à disposition aussi une technologie robuste, avec des API robustes, et aussi une solution SaaS qui permet de piloter pour la marketplace en temps réel tous les flux et toutes les transactions directement sur la marketplace. Donc l'agilité est très importante pour s'adapter à ce marché. Faire preuve d'innovation, j'en ai parlé il y a quelques instants, Pay by Bank. Donc vraiment, c'est l'utilisateur. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des opérations d'open banking ici, mais c'est aussi facile de payer par Pay by Bank que payer par carte bancaire. Typiquement, ça se passe comment? L'enchérisseur qui gagne la vente va cliquer sur un bouton, il va recevoir une notification sur son téléphone portable, il va pouvoir choisir sa banque avec laquelle il souhaite payer. Il va cliquer par exemple le Crédit Agricole, il va arriver sur le Crédit Agricole, sur l'application Crédit Agricole, l'IBAN sera déjà renseigné, le montant sera déjà renseigné, il n'aura plus qu'à payer. Donc c'est une expérience carte, mais sur une base virement, avec des plafonds qui sont de l'ordre à 5 à 6 fois supérieurs qu'un paiement par carte. Et donc il faut faire preuve d'innovation. Ouais. Oui, si je puis me permettre, on parlait de sécurité tout à l'heure. Dans le métier des enchères, effectivement, on a des enchères à 20 000, 30 000 euros, donc il y a ce sujet de plafond sur les cartes. Il y a aussi un sujet, il y a eu des fraudes à l'IBAN, ça arrive sur des montants de 20 000 euros. J'ai en tête un exemple où un acheteur coutumier d'une maison de vente, au moment de faire le règlement sur l'IBAN qui lui avait été joint dans son bordereau d'achat, se rend compte que c'est plus la même banque. Et il est suffisamment familier de la maison de vente pour les appeler et leur dire « Ah, c'est marrant, vous avez changé de banque ». Et les gars, ils ont dit « Non, on n'a jamais changé de banque ». Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelqu'un qui a eu frauduleusement accès à la boîte mail de cette personne et a substitué le vrai mail de la maison de vente avec le bordereau d'achat à 20 000 euros par un faux mail de la même maison de vente avec un bordereau d'achat à 20 000 euros, mais sur un autre IBAN. Et en fait, ça veut dire que sur des montants élevés comme ça, quand on fait circuler des IBAN, on se met en risque et on est protégé contre ça par ce type de solution, parce que l'IBAN ne voyage pas. Est irréversible. Et enfin, en tout cas, la base virement est irréversible. Je rajoute juste aussi, ça évite aussi, enfin, je ne sais pas si vous avez dû saisir j'imagine que oui, en tout cas, des IBAN de bénéficiaires. Ça évite aussi toutes ces manuelles, toutes les erreurs qui peuvent être associées à cela.
Faire preuve aussi de personnalisation. On parlait tout à l'heure d'assurer, j'ajoute juste un mot là-dessus, mais d'assurer à la maison de vente que l'enchérisseur a bien les fonds sur son compte en banque. Et enfin et surtout, assurer donc, de la part du PSP toute la sécurité et la conformité. Donc là, on est accompagné par le leader mondial aujourd'hui sur la gestion des KYC, sur la création des KYC, qui est notre partenaire, qui est Onfido, qui se base sur la biométrie, sur l'intelligence artificielle. Et bien entendu, encore une fois, quand on parle de sécurité, mais surtout de conformité, les Monway aujourd'hui est régulé par la CPR et permet notamment au marketplace d'être passeporté à travers 29 pays en Europe aujourd'hui. Alors, on fait preuve d'agilité, c'était l'introduction de la slide précédente. En effet, là, c'est un schéma de flux, on va dire, standard, qui est accepté et conforme aux règles et à la réglementation ACPR. Donc là, vous avez l'acheteur à gauche qui est l'enchérisseur qui gagne la vente, qui va faire un paiement. Il peut d'ailleurs, c'est l'avantage d'un PSP comme les Monway, donc il a la possibilité de payer par plusieurs types de cartes bancaires, que peut être de l'Apple Pay, de la Visa, Mastercard, carte bancaire, etc. Ça peut être de l'Open Bank qui on a parlé, par virement, par prélèvement, par des moyens de paiement locaux, peu importe. On accepte la plupart des moyens de paiement. Et ça arrive directement dans la maison de vente en question, ou ventilé à travers différentes maisons de vente quand il y a plusieurs lots. C'est l'avantage aussi de la marketplace, avec une répartition et une ventilation aussi des commissions, avec la possibilité aux maisons de vente de pouvoir faire elles-mêmes ce qu'on appelle leur money out directement sur leur compte bancaire. Au préalable, ces maisons de vente ont été KYCisées par les Monway, avec une création d'un compte de paiement. Voilà, c'est une petite illustration de la solution de... alors ça, c'est un écran qui va être vu, on change de charte graphique. On est en train de refaire notre site, c'est un scoop. Il sortira dans quelques mois, vous aurez un avril, site non, tout neuf. C'est ça, Antoine en avril oui, alors quand on donne des dates, on se met au risque, mais allons-y en avril. Ok, c'est vrai. Voilà, donc un exemple de protection d'une vente. Et donc là, le commissaire-priseur s'est dit, c'est bon, je vais accorder 1 000 € à tout le monde. Et comme ça, au moins, si j'ai une folle enchère, ce ne sera pas au-delà de 1 000 €. D'une manière, c'est un choix, donc c'est hop. Mais si quelqu'un veut enchérir à plus de 1 000 €, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, bien sûr, il peut appeler la maison de vente en disant, s'il vous plaît, mettez-moi un plafond plus haut, je vous assure, si, je suis très honnête, etc. Et puis, il y a une solution en ligne. Voilà, il met ici 400 € de préautorisation. Et on a décidé ici, tout ça est paramétrable, que 100 €, ça lui donne 4 000 € de pouvoir d'achat en plus. Mais ces 400 €, ils sont définitivement engagés. Et si les conditions de vente de la maison de vente prévoient une indemnité d'annulation d'enchères, à ce moment-là, elle peut les acquérir. Donc c'est un engagement qui est très sérieux et qui permet du coup d'ajuster le pouvoir d'achat des gens aux engagements qu'ils mettent en face. Voilà. Donc voilà, en synthèse, l'exercice il visait à transformer une plateforme d'enchères où on mettait en relation des vendeurs avec des acheteurs, donc les maisons de vente avec des acheteurs et ils se débrouillaient entre eux, en une marketplace qui soit vraiment transactionnelle, transparente, dans laquelle les gens font facilement des choses qui maintenant paraissent évidentes, trouvent l'information. Ça a été un travail d'intégration assez simple parce que en fait, la documentation est très bien faite. Donc la personne chez nous qui s'en est chargée, j'en ai pratiquement pas entendu parler. Un garçon qui s'appelle Théo, il m'a dit moi c'est bon. Donc je vous assure, enfin je suis pas allé moi-même dans la documentation technique, mais visiblement c'était pas un souci. Et du coup ça y est, on est paré pour essayer de devenir une plateforme du 21e siècle, alors qu'on vient du 19e. Et donc merci à Pierre et à toute l'équipe de Lemonway. Voilà. Merci Antoine, merci à tous. C'est l'heure, je crois, des questions, si vous en avez dans la salle. Je vous remercie aussi ceux qui sont en ligne aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions pour Lemonway, pour Drouot, pour l'intégration, comment c'est passé? Voilà, n'hésitez pas, ou venir me voir après. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore posé de questions, juste le plus près possible du micro, afin que ceux qui sont en ligne puissent nous entendre, s'il vous plaît. Bonjour, Isabelle Leclerc, Maison du Monde. En termes d'intégration, en termes de délai et coût de développement côté Drouot.com, est-ce qu'on peut avoir
une estimation ou même la réalisation? Oui, alors les coûts et délais de développement, d'intégration. C'est entre 3 et 4 mois. Je ne saurais pas vous dire exactement le temps qui a été passé à faire quoi. On a perdu du temps sur un sujet qui n'était pas un sujet technique. Donc, faites pas comme nous. C'était un sujet de demande. Enfin, on se fait agréer comme agent de PSP auprès de la CPR, agent de paiement. Et du coup, voilà, il y a un peu de paperwork, etc. Il faut s'assurer que tout le monde a bien compris ce qu'il devait donner, parce que sinon, voilà, on perd un peu de temps. Mais non, c'est pas on n'a pas eu du tout les temps de développement sur le chemin critique du projet. Alors après, en coût, je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, moi, il n'y avait qu'une seule personne chez moi qui l'a fait. Est-ce que c'est, peut-être tu peux, Pierre, nous préciser, est-ce que c'est des délais classiques? Est-ce que ça va dépendre aussi du type de marketplace? Alors, du type de marketplace, non. En revanche, en effet, il y a 2 mois et demi de déclaration d'agent auprès de la CPR qui permettent justement de donner ce statut à la marketplace. Et en parallèle, il y a toute l'implémentation, la configuration de la marketplace, les formations, la connexion des API, etc. Donc, il faut compter en moyenne, oui, 2 mois et demi, 3 mois, en fonction aussi de la disponibilité du client. Voilà, nous, on a une équipe d'une petite dizaine de personnes aujourd'hui à l'implémentation, avec un interlocuteur qui est dédié sur chaque implémentation. Je pense à un détail qui n'en est pas forcément un, c'est qu'il ne faut pas oublier d'impliquer les équipes finance chez vous, la compta. Parce que tout d'un coup, en fait, ils font affaire à des opérations qui sont nouvelles. Donc, il faut bien sûr qu'ils puissent facilement les réconcilier, qu'ils fassent les bonnes connexions, etc. Voilà. Donc, ce n'est pas juste un sujet d'informatique sur la marketplace. Donc là, Antoine, quand vous dites 3-4 mois, c'est incluant la formation et où Non, c'était... alors, je ne sais pas combien de temps Théo a pris. Je suis incapable de vous dire le temps qu'il a passé, mais... En parallèle. Ouais. D'accord. Tout est fait en même temps, ou en tout cas par jalon, mais dans la même frise. Et donc oui, 3 mois, c'est la moyenne, entre 2 et 3 mois, c'est la moyenne entre le début, la contractualisation, le kick-off plutôt, et les premières transactions qui sont sur la plateforme. Qui a déjà enchéri en ligne parmi vous? Bravo. 2, 3. Pas mal. Et alors, est-ce que vous avez été déçu après l'adjudication? Ah bon? C'est parce que nous avons là un expert Drouot.com. Paul Chopin, un ancien de eBay, etc., mais à mon compte maintenant. Enchérisseur sur la plateforme Drouot, effectivement, qui s'est pas mal développé et, sur le paiement. Et, enfin, très simple d'enchérir en ligne, d'aller retirer ses lots ensuite. Moi, je trouve que l'expérience est très fluide. Merci pour... On voit surtout les défauts, nous, dans au quotidien, et donc on travaille dessus. Mais j'avais plutôt une question, peut-être que vous avez répondu, désolé, je suis arrivé en retard, sur la gestion de la relation avec les commissaires-priseurs et les maisons de vente. Parce que c'est un billard à plusieurs bandes. Ah bah c'est exactement le sujet. D'accord. Voilà. Donc pour expliquer aux gens qui étaient en ligne, donc Frédéric, vous venez d'arriver dans la salle. Oui, excusez-moi. Voilà. Donc en fait, le sujet de la marketplace, c'est précisément d'éviter le billard à plusieurs bandes dont vous venez de parler à l'issue de l'adjudication. Du coup, j'ai bien compris les défis auxquels vous faisiez face. Comment vous mesurez, là du coup avec Limonway, vous avez une solution normalement qui permet de répondre à toutes les problématiques. Comment vous mesurez le ROI? Est-ce que c'est un taux de conversion qui est plus haut? Est-ce que c'est un défaut de paiement qui est plus bas? Est-ce que c'est moins de complexité administrative avec les différents commissaires-priseurs, maisons de vente, etc. Comment est-ce que vous allez mesurer l'efficacité de Limonway sur votre activité en market? Alors, aujourd'hui, c'est trop tôt pour observer quoi que ce soit avant d'avoir... mais on n'avait pas d'objectif de conversion avec ça. On va avoir des objectifs de conversion des commissaires-priseurs qui travaillent à l'ancienne en commissaires-priseurs intégrés à la plateforme.
Ils sont pas toujours conscients, ils sont pas toujours conscients, nos commissaires-priseurs, de leurs frais monétiques actuels avec leur banque, qui leur sont facturés de manière très séparée des flux de paiement. Donc en gros, ils reçoivent des flux de paiement où net égale brut. Donc ils ont l'impression que c'est gratuit. Et puis il y a quelqu'un à la compta qui sait qu'il y a une facture de temps en temps qu'il faut payer à la fin du mois, etc. Ça passe un peu à la trappe. Donc quand nous, on arrive en disant, voilà, on va vous proposer l'intégration des flux de paiement, mais voilà, forcément, ça va être un petit peu plus cher parce qu'il faut quand même payer, les monoways, il faut payer les flux monétiques. Là, ils découvrent des coûts dont ils n'avaient pas forcément conscience. Donc, on a un peu de friction là. On a un peu de friction sur l'onboarding de la maison de vente parce que jusqu'à présent, comme on n'intermédiait pas les flux, on n'avait pas besoin de les KYC de manière autrement que sur leur qualité professionnelle. On fait attention aux qualités professionnelles des maisons de vente, on en refuse et on en a exclu, pour des raisons strictement professionnelles. Maintenant, on passe une étape supérieure, c'est-à-dire que maintenant, il faut qu'on comprenne qui est le bénéficiaire économique, bénéficiaire effectif, etc. Et donc ça, c'est une couche de friction. Donc, pour répondre à votre question, aujourd'hui, comme il s'agit de convertir non pas... Je pense que la question serait différente sur des maisons de vente nouvelles en création, ce qui sont à la fois nouvelles pour nous, mais nouvelles aussi dans leur propre process métier. Je pense qu'on n'aurait aucun problème. Mais là, on parle à des gens qui travaillent d'une certaine manière, quelquefois depuis 100 ans. Et qu'il va falloir convertir, parce que donc, la mise en place, le déploiement, il va être progressif en réalité. Ce n'est pas Big Bang, tout d'un coup, tout le monde bascule. Donc voilà, pour être transparent, quand on commence à faire les choses sérieusement, il y a aussi une forme d'engagement qu'on demande à la maison de vente sur qui elle est, d'où elle vient, etc. Ça donne quoi? Ça donne des gens très sérieux qui jouent le jeu, qui vous donnent l'information très vite, etc. Et puis, ça peut aussi être un sujet d'attention quand vous avez des gens qui tardent un peu à vous donner les papiers qu'on leur demande, etc. Donc, on n'a pas proprement parlé de ROI, c'est vraiment très qualitatif parce que je vois que Frédéric, qui est intervenu tout à l'heure, disait... que lui se satisfaisait de la situation au billard à 3 bandes près. En fait, c'est ça qu'on veut résoudre. Je suis pas sûr que ça augmente mécaniquement, mais en revanche, on le mesure tous les jours, donc on verra si est-ce que c'est un contributeur A ou pas. L'augmentation de l'emprise des internautes sur une vente physique. Aujourd'hui, si vous faites une vente physique à Aurillac, vous avez 80% des enchères qui arrivent par le net. Si vous faites une vente physique à Paris, c'est 20-25% des enchères qui arrivent par le net. Parce qu'il y a plus de monde autour, les gens sont physiquement venus, ils ont laissé des ordres d'achat, ils ont fait des téléphones, etc. Et nous, on surveille ça. On surveille l'emprise des internautes sur une vente physique et on le mesure. Et après, la question devient comment est-ce que je pourrais dire que mon emprise, parce que c'est ce qu'on pourrait attendre en fait de la mise en place de ça, c'est que notre emprise, elle passe de 15% à 30%, par exemple. Auquel cas, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Là, il faudra voir si on est capable de dire si le contributeur, c'est ça, si ça se produit spécifiquement sur les maisons de vente où j'ai mis en place la solution, mais en même temps, si la solution n'est pas encore tout à fait universellement déployée, je ne sais pas si ça aura un effet immédiat sur les chiffres. Ce que vous venez de dire me fait penser à une question. Donc, vous avez dit que vous refusiez, pour des raisons de sécurité, etc., certaines maisons de vente. Et ensuite, vous avez parlé de maisons de vente nouvelles. Donc, la question que j'ai, c'est est-ce que tout ce que vous avez mis en place avec les Lemonway vous a permis de toucher des acteurs que peut-être vous n'aviez pas avant sur la plateforme ou en physique? D'avoir plus de vendeurs de maisons de vente? Alors, la réponse est non pour les maisons de vente, parce qu'en fait, les maisons de vente, on est dans l'écosystème maisons de vente depuis toujours. Donc, en revanche, ça nous rend audibles dans d'autres secteurs. Parce qu'évidemment, quand on s'appelle Drouot et qu'on parle maison de vente, les gens, ils vous connaissent déjà. Enfin, c'est difficile de dire qu'on rajoute quelque chose. Non, mais en revanche, c'est vrai pour les collectivités territoriales. Donc là, on est allé voir des gens, on leur a dit, vous savez, on a des solutions pour vendre en ligne.
Et d'ailleurs, c'est formidable, c'est en production aujourd'hui, sur certaines municipalités, quand vous achetez un objet, la commission, elle vient directement chez nous et la collectivité, elle reçoit le montant net de la commission. Et donc, ça nous a permis d'arriver avec une offre neuve que nous n'aurions pas eu, c'est juste binaire, si on n'avait pas été équipé. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Bonjour Antoine. Le modèle économique, c'est quoi? Chez nous? Ouais. Et notamment par rapport à l'Hémonway aussi, l'intégration des frais. Vous fonctionnez comment et le modèle économique chez vous? Notre modèle économique, vous allez voir, on n'est pas grassement payé, c'est 1,5% du volume de vente. Donc ça ne laisse pas grand-chose pour des frais monétiques. Pour ceux qui connaissent les frais à peu près. Donc ça nous oblige. C'est un petit peu en avance de phase par rapport à la publication de nos tarifs, donc je préfère pas vous... Mais ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver mécaniquement avec un pourcentage qui inclut les frais monétiques. Voilà. Donc, et ça, il faut que... On a déjà essayé de le faire avec quelques maisons de vente. Elles sont pas... C'est là où on a découvert qu'ils n'étaient pas toujours conscients de ce qu'ils payaient. On leur a dit, mais vous savez, ce que vous payez là, c'est ce que vous payez déjà à votre banque, donc c'est juste un déplacement, etc. Ah bon, et puis ils cherchent, et à la fin ils se rendent compte qu'ils payent 15 000 € par an de frais monétiques. Donc je pense à une maison de vente en particulier, les gars ils ne savaient pas, ils sont allés regarder, ils ont trouvé. Voilà. Donc ces 15 000 € qui étaient payés à la banque, ils vont être payés chez nous. Et bon, comme il faut que tout le monde vive, ça ne sera pas 15 000, ça sera 20 000. Quoi. Voilà. C'est aussi une raison pour laquelle je ne suis pas du tout... j'ai parlé de l'amélioration de l'expérience. Il y a d'autres sujets fonctionnels et métiers dont je n'ai pas parlé ici, qui sont très techniques, qui contribuent aussi à l'amélioration de l'expérience côté maison de vente. En fait, on va fournir des outils aux maisons de vente s'ils prennent l'offre transactionnelle pour que l'offre ait tellement de valeur que ce soit un no-brainer pour eux de payer plus. Et pour nous, c'est essentiel qu'ils soient contents de payer plus. Parce que forcément, tout travail mérite salaire et il est hors de question qu'on fournisse un service comme celui-ci gratos, quoi. Donc oui, le modèle de rémunération va changer et aussi les services associés. Une dernière question avant la pause? Ou est-ce que tout est bon? Non? Eh bien, parfait. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Notamment Pierre reste là donc toute la journée. Et puis, sinon également, vous avez leurs coordonnées juste derrière. Merci à tous et puis bon déjeuner.